à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents si nombreux en ce contexte particulier. Alors, je suis très honoré d'introduire et d'animer cette table ronde, surtout après d'illustres personnalités. Cette table ronde a pour intitulé « Quel numérique pour quelle école ?» Alors, dans la période exceptionnelle que nous avons vécue et que nous continuons d'ailleurs de vivre, il peut sembler un peu superflu, redondant, tardif, voire même décalé, d'échanger sur la place à donner au numérique à l'école. En effet, cela fait déjà de nombreuses années que cette question mobilise avec passion des acteurs nombreux et divers, mais l'expérience que nous vivons, et en l'occurrence celle d'un enseignement bouleversé et parfois réalisé à distance, provoque de nouvelles interrogations, montre de nouvelles limites et met en lumière de réelles avancées qu'il nous semblait important d'évoquer. Mais cette expérience peut être aussi l'occasion pour nous de ralentir, de prendre du recul, d'élargir notre angle de vue et peut-être simplement de réfléchir ensemble. Alors, quel numérique pour quelle école ? C'est l'intitulé de cette table ronde. C'est un titre court et percutant, seulement 5 mots. 5 mots, mais des mots trompeurs, car 2 d'entre eux sont fortement polysémiques, c'est-à-dire qu'ils recouvrent des multiples significations, à la fois sociologiques, anthropologiques, politiques, économiques, technologiques. Alors, quel numérique pour quelle école ? Prenons le numérique. Donc, ça a été déjà un petit peu évoqué. Et numérique, ce qui est représenté en nombre. À l'origine, on disait qu'un appareil était numérique parce qu'à l'inverse de l'appareil analogique, il transmettait de l'information sous forme de nombres, souvent des 0 et des 1. Numérique était alors un adjectif. Il était utilisé principalement dans le vocabulaire technique pour qualifier un ordinateur, un appareil photo, un CD-ROM ou un baladeur MP3. Et puis le numérique, parce que les technologies et les usages ont explosé et se sont diversifiés, a fini par qualifier de nouvelles choses. Plus du tout techniques. L'économie, la culture, les réseaux sociaux, des pratiques créatives et artistiques, et finalement toute la société dans son ensemble. Enfin, l'adjectif numérique est devenu substantif. On peut désormais tout à fait parler du numérique. Il est d'ailleurs fréquent d'invoquer le numérique comme responsable de tous nos maux ou à l'inverse, comme solution à tous nos problèmes. Et c'est incroyable. Mais c'est aussi déroutant et peut-être incapacitant d'appauvrir parfois notre vocabulaire et de recourir à un aussi grossier mot valise. Car le numérique aujourd'hui, ce sont d'abord des gens, c'est un écosystème de technologies, d'équipements, d'outils, de ressources et de services, d'usages. Le sociologue Dominique Boulier parle d'un numérique pervasif, dans le sens où il pénètre tous les pans de notre société, y compris les plus intimes. L'anthropologue Marcel Mauss aurait parlé quant à lui d'un fait social total, car le numérique peut être étendu à tous les domaines sociaux, juridiques, politiques, économiques, matrimoniaux. Le numérique, donc, ce sont des choix infinis à l'école, en matière de stratégie d'équipement, de remplacement, de formation, de mise à disposition des ressources, d'intégration des usagers dans la réflexion initiale, etc. Quel numérique pour quelle école ? Prenons maintenant l'école. L'école, c'est l'école maternelle, l'école élémentaire, celles qui sont de la responsabilité des communes. Mais c'est aussi l'école de la République, l'ensemble des établissements où l'on dispense un enseignement. Ce sont donc les collèges, les lycées, mais aussi les écoles d'art, les conservatoires, les universités, et j'en passe. L'école, c'est à la fois un lieu physique, une idée, un projet politique, une utopie. L'école, c'est le savoir, c'est le vivre ensemble, l'apprentissage de la citoyenneté. L'école, c'est désormais l'éducation tout au long de la vie, dans et hors les murs, partout et tout le temps. L'école, ce sont les enseignants, les parents, les éducateurs, les formateurs, les médiateurs, tous les professionnels qui font l'éducation, mais aussi les politiques, les élus, les administrations dans les collectivités. Tous ces acteurs font l'école, et le succès de l'école dépend de leur capacité à faire ensemble. Alors, quel numérique pour quelle école ? Vous voyez que le titre de notre table ronde, pourtant court, prend une autre tournure. Alors, avant de laisser la parole à notre panel d'intervenants, je voudrais vous partager 3 idées. D'abord, critiquer les techniques pour les transformer. Comme Bernard Stiegler nous le rappelait encore récemment avant son décès prématuré, je crois que nous sommes à une époque où s'il ne faut pas rejeter en bloc les techniques, bien évidemment, il faut pouvoir les critiquer et surtout se donner les moyens de transformer ces techniques. Mais pour ça, il faut comprendre la technique. Et c'est encore plus vrai pour le numérique, qui est un ensemble de techniques et de technologies qui ont presque réussi l'exploit de se rendre totalement invisibles. Je m'inscris ici légèrement en faux avec ce qui a été dit avant moi, car je pense que la période récente de scandale autour des technologies numériques et autour des acteurs du numérique doit nous interpeller et nous amener à réfléchir à comment transformer ces technologies.
Alors je crois que l'école doit enseigner toujours plus à l'esprit critique, mais aussi à la culture numérique. Et je crois que nous devons tous ici pouvoir critiquer les techniques et nous donner les moyens de les transformer si elles ne correspondent pas à notre projet de société. Globalement, la technologie souffre d'un manque chronique de démocratie, et il faut y remédier. Ensuite, résister aux injonctions et au solutionnisme technologique. Récemment, Jean-François Cerisier parlait des injonctions à l'usage du numérique, et j'ai trouvé cet emploi des mots parlant. Aujourd'hui, le numérique fait autorité. Y résister, ce serait abandonner toute idée d'innovation, toute volonté de progrès, presque un retour à la bougie. J'ai écrit ces mots avant l'affaire 5G. Il est pourtant utile de rappeler que le numérique à l'école ne peut rien sans révolution pédagogique. Vous pourrez remplacer une tablette en ardoise par une tablette numérique, un cours magistral en présentiel par le même organisé en visioconférence. Vous n'aurez pas innové, vous n'aurez rien révolutionné, vous aurez simplement substitué. Il faut donc sans doute que l'école, et je parle ici de l'école au sens large, se donne enfin les moyens de sa révolution pédagogique avant que ne soient pleinement possibles tous les usages permis par les technologies numériques. Par ailleurs, l'école, comme la plupart des domaines de notre société, n'échappe pas au piège du solutionnisme technologique. Le solutionnisme technologique, c'est la croyance, souvent impensée, que nous pourrons résoudre tous nos problèmes politiques, sociaux, économiques, écologiques, démocratiques, éducatifs à l'aide de la technologie. Souvent, cette technologie, c'est le numérique. Or, cette croyance conduit non seulement à bricoler des solutions qui répondent parfois de manière très imparfaite à des problèmes trop simplifiés, voire mal diagnostiqués, mais elle conduit également à négliger les causes de ces mêmes problèmes. Pendant le confinement, on n'a parlé que de fracture numérique. Mais la fracture numérique est d'abord et avant tout un ensemble de fractures sociales, scolaires, linguistiques, administratives. Tenter de résoudre un problème aux causes aussi profondes par une seule solution numérique ne peut que conduire à des résultats imparfaits, autant du point de vue du traitement du problème que de ses causes. Enfin, répondre à une triple logique pédagogique, écologique et économique. Je crois pour ma part qu'une stratégie du numérique éducatif doit répondre aujourd'hui à une triple logique, pédagogique, écologique et économique. Et l'ordre compte. Pédagogique parce que si le numérique ne sert pas la pédagogie ou s'il n'est pas lui-même un objet d'apprentissage, alors il n'est peut-être qu'un gadget. Écologique parce que le numérique est tout sauf magique, tout sauf virtuel, tout sauf immatériel. Je rappelle que la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre pourrait atteindre 7% du total des émissions mondiales, selon les experts. La demande en métaux rares et critiques, également indispensable aux technologies numériques, explose. Il faut avoir ces éléments en tête pour penser un numérique écologiquement soutenable, beaucoup plus durable, réparable, mutualisable. Économique en dernier, parce que ce ne sont pas les considérations économiques qui doivent primer dans la stratégie d'un numérique éducatif, mais bien sûr, celles-ci ont un poids qu'il ne faut pas ignorer. C'est l'occasion aussi de rappeler que si on investit puissamment dans le numérique, mais qu'on le fait au détriment de l'humain, on est triplement perdant, sur le plan pédagogique, écologique et économique. Alors quel numérique ? Quel numérique pour quels objectifs pédagogiques ? Quelles infrastructures ? Quelles modalités d'équipement ? Quelle maintenance ? Par quel service ? Quelle stratégie de formation ? Quelle ingénierie pédagogique ? Quelle collaboration entre l'éducation nationale et les collectivités ? Et entre les collectivités elles-mêmes ? Et pour quelle école ? Quelle école pour quelle mission ? Quelle transformation envisager pour quel choix de société ? Quel lien créer ou recréer avec les parents, le quartier, la cité et le monde ? Quel continuum éducatif peut-on construire avec les autres acteurs de la communauté éducative ? Voilà notre immense sujet. Nous allons maintenant nous efforcer de vous proposer quelques pistes avec nos intervenants, que je remercie, et qui composent une belle représentation de la communauté éducative. Madame Isabelle Alarijan, principale du Collège Le Racinet, Fabrice Gély, délégué académique au numérique à l'Académie de Versailles, Cécile Dumoulin, vice-présidente en charge des collèges au Conseil départemental des Yvelines, Afida Saïm, présidente de la PEP de l'Académie de Versailles, Michael Tan, président sortant de la FCPE des Yvelines, Virginie Lanlot, première maire adjointe déléguée à l'éducation à la mairie de Meudon, et Pascal Cotentin, sous-directeur de la transformation numérique au ministère de l'Éducation nationale. Alors, je vais commencer par un aspect très important et je vais vous poser la question, Madame Alarijan. Un aspect important, sur le terrain, vous qui êtes chef d'établissement en collège, quelle part faites-vous entre le numérique, précisément, et la pédagogie ? Comment mettez-vous l'un au service de l'autre, sachant qu'il faut préciser que dans votre établissement, vous disposez d'équipements individuels mobiles. Peut-être commencer par nous rappeler ce que c'est, très rapidement.
Alors, le collège fait partie des établissements connectés. Ça date de la mandature précédente où il y avait une ambition qui était de développer le numérique à l'école. À cette époque-là, on peut même dire que on parlait d'aventuriers du numérique, c'est-à-dire qu'on était plutôt sur des expériences individuelles de gens qui avaient envie de se lancer et qui se disaient que ce serait certainement une plus-value par rapport à leur enseignement. Donc, lorsque ce plan numérique est paru, les collectivités territoriales et l'État s'en sont emparés et ont ciblé des établissements qui leur semblaient être un petit peu des incubateurs, pour prendre un langage qui a trait au digital. Et il se trouve que le collège que j'ai le plaisir de diriger actuellement présentait toutes ces caractéristiques-là avec des équipes de professeurs qui avaient commencé à s'engager. Alors quand je dis des équipes, ce n'était pas un collectif global, c'était quelques professeurs qui avaient décidé de travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent et qui va rejaillir sur l'ensemble des travaux, c'est la nécessité de travailler ensemble, de travailler autrement et finalement de mutualiser, de mettre en commun des compétences, de se servir les uns des autres, non pas pour abuser, mais pour s'enrichir mutuellement et capitaliser et faire monter les gens en compétences. Voilà, donc depuis, cette expérimentation qui se poursuit encore fait que, effectivement, tous les élèves, mais pas seulement les élèves, tous les professeurs de l'établissement sont dotés d'équipements numériques individuels qu'ils gardent toute l'année et qui est un vrai matériel scolaire pour les élèves, un matériel pédagogique pour les professeurs. Et autour de ce matériel, on retrouve le côté polymorphe finalement du numérique. C'est l'outil, ce sont les applications, c'est le langage. Et ce qui doit fédérer tout ça, ce sont les savoirs que l'on veut transmettre aux élèves. Pardon. J'imagine que donc il y a certaines étapes qui se sont mises en place et sur lesquelles vous pouvez peut-être rapidement revenir sur la manière dont ces équipements ont été implémentés. Que vous avez eu un accompagnement. Comment pourriez-vous revenir dessus? Et peut-être quel serait le recul d'ingénierie pédagogique, un terme que vous aviez employé quand on a préparé cette table ronde? J'aimerais bien vous entendre là-dessus, et ainsi que Fabrice Gély. Je vous laisse commencer. Donc, il y a eu un fort accompagnement des équipes en termes de formation, puisque on n'était pas sur de l'animation pédagogique ou sur de l'animation tout court. On était sur le fait que les professeurs devaient rester des professeurs et donc faire passer des savoirs avec cette médiation nécessaire qui est celle de l'accompagnement. Donc, fort accompagnement des équipes au fur et à mesure, et l'implémentation s'est faite étape, par niveau, par cohorte d'élèves, jusqu'à arriver à ce que tous les élèves soient dotés de tablettes. Donc, on est monté à la fois en compétences professorales, on a développé des compétences chez les élèves, on a aussi affronté des difficultés, il faut aussi le dire, de logistique, des difficultés de communication, des difficultés quelquefois de pérennisation, mais aujourd'hui on a dépassé ce cap-là. Aujourd'hui, on se dit qu'on ne saurait pas faire machine arrière, qu'il y a tellement de pratiques et tellement de travail autour des équipes de professeurs qu'ils ont acquis une nouvelle façon de travailler. Nos professeurs ont, quelque part, par la médiation du numérique, anticipé cette formation tout au long de la vie, qu'on avait tendance un petit peu à nous reprocher dans l'éducation nationale sur le fait qu'on pouvait avoir réussi un concours et puis après, finalement, passer à côté de tout ce qui était formation. Là, c'est absolument pas envisageable. Il y a beaucoup d'auto-formation, de formation par les pairs, de formation par l'institution. Et c'est comme ça que se crée ce collectif d'ingénierie. On est sur une réflexion qui est... on n'est plus sur l'individuel. Si on doit utiliser une application particulière, que l'on doit investir sur une ressource numérique, on va se demander quel va en être l'usage, ce qu'on va en attendre auprès des élèves, combien de personnes vont l'utiliser. C'est vraiment une réflexion d'ensemble. Et si on se rend compte qu'un usage tombe en désuétude, on l'écarte.
Merci. Fabrice Gély, de votre côté, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce que vous entendez par l'ingénierie pédagogique, justement, et quel recul vous avez, vous, au niveau de la DAN, qui accompagnait de multiples établissements, notamment autour de ces équipements? Alors, le recul, c'est ce qu'on essaie de donner en fait aux équipes, justement, en les accompagnant, en les formant, et au long cours. C'est-à-dire que, comme le dit Madame Alarigean, en fait, il faut beaucoup de temps. Un projet comme celui qui est évoqué dans un collège, ça prend du temps. Il faut plusieurs années parfois pour créer un recul, une base solide pour l'expertise pédagogique finalement. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de recul en ingénierie pédagogique? Alors, on parle d'abord de ce qui relève j'allais dire, du socle commun finalement numérique, hein, en fait, hein, ce qui relève de la culture numérique. La culture numérique dont on a vu qu'elle était fondamentale en cette période de Covid. Du jour au lendemain, il a fallu que chacun d'entre nous, les professeurs, les élèves, les familles, communiquent avec le numérique, créent des contenus avec le numérique, gèrent l'information avec le numérique, arrivent à faire preuve de discernement justement sur cette information, créent du contenu aussi avec du numérique, ce qui n'était pas si évident que ça pour certains, et s'intéresse aussi à la question en fait de la sécurisation des données et la protection de la vie personnelle, ce qui n'était pas non plus un domaine tout à fait anodin. Et tout ça, ça relève finalement de ce qu'on peut appeler oui, une forme de culture numérique, à la fois en termes de connaissances et en termes de compétences. Ça, c'est vraiment la base qu'il ne faut pas oublier de travailler. Au-delà de cette base-là, ensuite, on peut s'appuyer sur cette base pour travailler effectivement sur un recul pédagogique. Et là, bien évidemment, on est sur la différenciation pédagogique, on est sur la collaboration entre les élèves, on est sur différentes expertises pédagogiques. Et on va aussi non seulement travailler de manière transversale, donc finalement entre disciplines, et ça fait partie, c'est un des leviers de ce qui se passe dans un établissement, c'est que plusieurs disciplines dans un collège puissent s'emparer de comment on va mieux apprendre et comment on va mieux enseigner avec le numérique. Et puis aussi, dans les disciplines, travailler sur l'aspect didactique. Comment est-ce qu'on va enseigner une notion différemment, mieux, avec le numérique. Sachant qu'on a eu effectivement l'exemple du confinement où là, pour le coup, il fallait enseigner avec un mode d'enseignement complètement différent puisqu'on était à distance et parfois en asynchrone, c'est-à-dire pas en même temps l'enseignant et l'élève sur une tâche. Et on a constaté que ce n'était pas si simple de transformer une pratique pédagogique. Et c'est peut-être là que vient l'ingénierie, justement. Il faut scénariser aussi, c'est important de scénariser pédagogiquement. Le numérique amène à expliciter aussi les démarches. Alors ensuite, comment est-ce qu'on le fait? En deux mots, il y a effectivement la dimension réseau, la dimension du collectif. Et donc l'académie vraiment œuvre à l'animation des réseaux. On a des réseaux de référents numériques, les référents de chaque établissement, les réseaux des conseillers de bassin, des e-runs dans le premier degré. On a des réseaux qu'on fait marcher aussi en mettant en place des forums des usages numériques, et puis des formations qui sont construites en local et qui s'adressent en fait au collectif, encore une fois. C'est le collectif qui permet d'apprendre ensemble et d'aller vers une dynamique de projet. Merci. Donc là, on a commencé par approcher la question du numérique sur le terrain. Commençons à prendre un peu de recul et cette fois donc à rentrer un peu dans le cœur d'une stratégie du numérique éducatif. Le fait est qu'une part de la complexité, c'est que précisément cette stratégie regroupe de nombreux acteurs. On a les collectivités, l'académie, le ministère. Comment, selon vous, peut-on créer les conditions d'une stratégie numérique efficace? Et qu'avez-vous mis en place dans votre territoire? Cécile Dumoulin, pour commencer. Oui, bonjour à tous. La loi Peillon a donné au département une vraie responsabilité dans le numérique, donc on l'a exercée de façon volontaire en ayant l'ambition de donner à nos élèves les meilleurs moyens de travail. Donc ça passe d'abord par les infrastructures, donc la mise à niveau en fibre optique, en ENT, mais aussi en outils numériques, les tablettes, les ordinateurs, leur maintenance, parce que c'est important. Ça passe aussi et surtout par un opérateur. On a choisi de confier cette politique à un syndicat mixte. Yvelines Numérique est devenu depuis l'année dernière Seine-Yvelines Numérique. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est une expertise, c'est une réactivité avec laquelle on travaille extrêmement bien. Et c'est aussi une méthode. On est passé par une phase d'expérimentation. Vous l'avez dit, madame, on a commencé par 5
7 collèges et puis après 18 collèges qui sont passés dans l'expérimentation sur les tablettes mobiles, mais aussi pour les appels à projets. On demande d'abord, on teste avant de généraliser, et puis comme je l'ai dit, on passe par les appels à projets. Ne s'engagent dans le numérique que les établissements, les enseignants qui sont prêts et qui ont envie d'y aller. Ça, c'est vraiment une condition nécessaire. Hein. Il est illusoire de donner des équipements à des personnes qui ne sont pas motivées. L'important aussi, c'est de travailler en partenariat avec la DAN. C'est une des conditions de la réussite. Et donc, on travaille ensemble sur la rédaction des appels à projets, que ce soit robotique, sur les chemins de l'école, mais aussi sur la relecture des marchés publics, et aussi quand il faut choisir les établissements dans le cadre des appels à projets des équipements numériques, la DAN est sollicitée. Alors, comment cela pourrait-il évoluer ? Je pense que ça pourrait évoluer aussi vers une forme de copile qui permettrait aussi d'avoir vraiment des choses qui soient un petit peu plus cadrées, parce que nous, le département, on est aussi source de propositions et d'innovations. On est attentif à l'expression des besoins, mais on est aussi un acteur. Donc ce copile permettrait d'institutionnaliser les choses. Et puis, Seine-Yvelines Numérique s'adresse aussi aux communes, et donc ce continuum entre l'élémentaire et le collège est extrêmement important, et Seine-Yvelines Numérique est là pour le faire, et à l'instar de Saint-Quentin en Yvelines, qui a eu vraiment une action importante aidée par le département, les communautés d'agglomération, comités de communes pourraient être aussi un partenaire pour pouvoir financer ces équipements, du moins être force d'interface. Et du côté donc de la DAN, pareil, un peu sur cette même question, comment on crée finalement les conditions de la réussite quand on a plusieurs acteurs, y compris chez vous, hein, à l'académie, vous avez différents acteurs qui s'adressent à différents niveaux. Comment créer les conditions de la réussite ? Alors, plus que la DAN, c'est l'académie, hein, en fait, qui effectivement collabore, comme vous l'avez dit, sur ces projets. Donc, effectivement, vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Nous sommes toujours en train de travailler ensemble, finalement. Nos équipes travaillent ensemble, et c'est d'ailleurs avec grand plaisir. Et il n'y a pas de césure, de dichotomie entre, d'une part, la collectivité territoriale, le syndicat mixte, et d'autre part, l'académie. Pour ce qui relève de la pédagogie, que ce soit la pédagogie dans la classe, que ce soit la pédagogie, par exemple, l'apprentissage de la logique avec la robotique dont vous parliez, que ce soit le lien avec les espaces aussi, une réflexion forte qui induit les espaces, puisque dès qu'on parle d'espace scolaire, on parle de numérique et réciproquement. Sur ces deux sujets, puis sur des sujets d'actualité aussi, comme la continuité pédagogique dans le contexte actuel, on doit travailler de concert pour arriver à aider les établissements qui pourraient être concernés par des fermetures de classes, même s'il n'y en a pas tant que ça actuellement. Sur tous ces sujets, en fait, les équipes travaillent ensemble en grande confiance, et co-construisent. Et le seul critère finalement, c'est la co-construction, c'est même la co-maîtrise d'ouvrage sur certains de ces projets. Ce qu'on fait finalement, pas au quotidien, mais presque. Merci. Toujours un peu sur cette question donc, d'avoir une stratégie donc, de collaboration entre collectivités et institutions. On a aussi la question du rapport entre collectivités elles-mêmes. Donc effectivement, ici, il y a un syndicat mixte, mais il y a eu aussi le programme ski. Alors là, je vais vous poser la question, Monsieur Cotentin, en vertu de votre passé de DAN, de l'académie, vous avez participé donc à ce projet. Quelles en sont les vertus, peut-être certains inconvénients, quel bilan pouvez-vous en faire justement sur ce mode un peu unique de collaboration que je vous laisse un peu expliciter ? Merci beaucoup. Peut-être tout d'abord par rapport aux positions du ministère sur la gouvernance et aussi l'organisation. Vous dire aussi que vous remercier pour l'événement. On aura une centaine d'événements comme ça en France en ce moment. C'est pas unique, hein. Par contre, pour nous, c'est un moment très important qui iront vers les états généraux du numérique. Je vous invite à regarder sur le site tout ce qu'on fait les 4 et 5 novembre. Et on aura justement un thème autour de ça. Et je relis ce qu'on a mis, hein, c'était mettre en place de nouvelles formes de gouvernance et de nouveaux outils pour anticiper les enjeux et pour mieux gérer les enjeux. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce qui a été fait, et je vois Jean-Michel Fourgous qui est au premier rang, c'était l'idée d'associer les talents et de ne pas les diviser. C'était aussi de co-construire avec les collectivités
Et par contre, ça demande du temps. Je crois que Luc Ferry vous l'a dit, tu l'as répété tout à l'heure. Je crois que c'est aussi une pédagogie des petits pas, avec des phases un peu comme la marée, on va très vite et puis des fois on a plus de mal, on est un peu au-dessus. Ce qui est intéressant, ça a été vraiment de mettre État, collectivité et opérateurs. Opérateurs en tout genre. Il n'y a pas que les innovants, il y a aussi l'ordinaire. On a parlé tout à l'heure du socle commun. Il faut bien voir aux outils. Après, ce qu'Isabelle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la continuité du cycle. Et ça a été intéressant par rapport à la structure qui a été mise. C'est pour avoir un meilleur confort technico-pédagogique dans les classes, il faut peut-être que quelqu'un prenne en charge justement cette partie. C'est à chaque fois le cycle infernal, j'ai pas de débit, j'ai pas d'outils, j'ai pas été formé, c'est trop tard, j'ai pas la ressource. C'est essayer justement d'avoir tout le monde en alignement et en dialogue et pas du tout en supervision de tout. Enfin, on n'en a pas fait un objet techno, quelque chose ou une hyperstructure comme souvent. On en a fait plutôt un socle commun qui autour du matériel, des ressources et des services et de la formation. Je crois que Jean-Michel Forgousse a cité tout à l'heure le Médiapôle. Je me rappelle très bien, puisqu'il y a des parents, le premier Médiapôle qu'on a ouvert à Elancourt pour les devoirs du soir pour former sur l'ENT. Ben, c'est pas des parents qui sont venus, c'est les grands-parents. Parce que comme ils encadraient les enfants le soir, ils demandaient de sortir le cahier de texte et les livres et ils sortaient une tablette. Donc là, c'est aussi c'est tout ça. Avancer en marchant tranquillement, c'est aussi le réalisme et le fait que Saint-Quentin ait pris au nom de tout le monde, non pas les compétences, mais je dirais tout le côté facilitant pour booster un peu tous ces usages. Et puis la mutualisation des pratiques, on en a parlé. C'est valable pour les parents, c'est valable pour les enseignants. Et c'est valoriser ce qui se fait sans être dans une grande révolution. On est sur une évolution, il est évident. Qui aurait dit, qui avait un lecteur de code barre il y a moins de 5 mois et savait flasher des choses? Bon, tout le monde ne va pas forcément au restaurant, mais partout. Alors que ça fait longtemps que ça existe. Maintenant, ils l'ont intégré, l'application, dans le lecteur photo, par exemple. Voilà. En tout cas, c'est évoluer au fur et à mesure des pratiques. Et aussi, j'insiste sur les projets de municipalité, d'école et du département. Ce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un projet depuis longtemps, quand Pierre Bédier a lancé tout ça, en cofinancement et toujours dans l'idée de réussir et de faire réussir les élèves et de faire réussir les systèmes. Merci. Alors, pour enchaîner peut-être sur cette question, donc, qui est une question cruciale et qui pose un peu justement aussi les questions qui ont trait à l'école, comment crée-t-on une continuité éducative qui commence à se dessiner, y compris parfois en dehors de l'école, puisqu'il y a d'autres lieux d'éducation qui sont du ressort des collectivités ou en lien avec, donc les familles, les médiathèques, des lieux d'accueil périscolaire. Quel rôle peut avoir le numérique? Et je voudrais commencer par poser la question à Michael Tan pour la parole des parents d'élèves, justement. Bonjour à tous. Alors, on m'a dit de faire court. Alors, je vais commencer par faire court. C'est ensemble, en fait. C'est effectivement ensemble qu'on arrivera à créer cette continuité. Cette continuité, vous avez parlé de continuité éducative. Souvent, l'éducation nationale parle plutôt de continuité pédagogique, mais on est bien d'accord que la continuité éducative est primordiale. Et donc là, on a plusieurs acteurs, dont vous, et finalement, les enfants passent de la commune après au département et à la région pour ce qui est de l'équipement. Donc c'est important que, je pense, pour arriver à créer cette continuité, il faut qu'elle soit concrète au niveau des familles et de l'usager. On parle en numérique, on parle beaucoup d'expérience utilisateur ou UX. Et en fait, je pense que c'est le cas de tout rapport avec l'institution. On a une expérience utilisateur, une expérience usager, une expérience citoyen. Et c'est à chacun des acteurs qui sont là de faire en sorte de concrétiser, que ce ne soit pas du flanc, que ce soit quand on dit vous avez accès, eh bien, il faut que les choses soient réelles et se concrétisent dans l'accompagnement. Peut-être pour pas être trop long, je dirais aussi l'OCDE et PISA a bien démontré que dans l'équipement numérique, c'est pour assurer l'éducation. En fait, ce qui est important, c'est la coordination entre les acteurs du réseau, beaucoup plus que l'équipement personnel des élèves, beaucoup plus en fait. C'est le fait que
nous soyons cohérents dans le fait d'organiser l'éducation pour les élèves. Voilà, et peut-être je vous dirais aussi, peut-être pour finir, que eh bien, vous avez aussi des données, on parlait du big data tout à l'heure, et vous avez aussi la possibilité de partager de façon beaucoup plus libre et ouverte en utilisant des outils qui créeront un bien commun. On a un événement qui sera organisé complètement à distance, mais auquel vous êtes tous conviés, que vous soyez personne des solutions qui seraient uniquement monnayées. Voilà. Merci. Donc justement, Virginie Lanlot, comment on concrétise ça dans une ville comme Meudon pour faire en sorte que précisément on crée les conditions d'une bonne continuité éducative pour l'enfant, à la fois donc au niveau des lieux qui sont présents dans une ville, et peut-être en réflexion avec un département pour imaginer le passage de l'école au collège. Déjà, ce qui est important, c'est que, enfin, depuis quelques années maintenant, on reconnaît vraiment le rôle de la collectivité comme étant un acteur éducatif. Et ça, je crois que c'est important. On le travaille beaucoup au niveau de l'Association des maires de France, dans les différentes instances où l'AMF est présente, et notamment au comité des partenaires du numérique. C'est que la collectivité, la ville, est reconnue comme étant un acteur éducatif. On n'est plus le lieu où on vient chercher le matériel pour équiper les écoles. On est dès le départ en amont, et de temps en temps on se bat un peu quand même, concerté pour mettre en œuvre le numérique dans les écoles, mais pas que dans les écoles. Parce que nous, on estime effectivement à Meudon, on travaille sur un principe de parcours du numérique. Le numérique, c'est pas que l'école. Le numérique, ce n'est pas seulement des ordinateurs et des ENT. C'est toute une éducation au numérique qui va commencer dès le plus jeune âge, non pas en les mettant devant un ordinateur, mais on travaille beaucoup sur ce parcours-là en disant que le codage, de jouer aux échecs, on va apprendre le codage, de commencer à initier dès le plus jeune âge sur des pratiques du numérique, mais sans écran. Et ce parcours, l'objectif, c'est de le construire avec les partenaires qui jalonnent la vie de l'enfant et du jeune. Et évidemment, dans ces partenaires, il y a l'école, mais il y a toutes les ressources que l'on a sur notre territoire, que peuvent être des médiathèques, un espace numérique, des associations qui œuvrent sur la robotique, qui œuvrent sur le numérique, sur comment construire un programme de télévision. On utilise du numérique pour construire un programme TV ou faire de la radio dès le plus jeune âge. Donc je crois que ce qui est important, c'est aussi de faire en sorte que le numérique ne soit pas diabolisé. Très souvent, on a la peur des familles. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur tout ce qui est réseaux sociaux, tous ces usages-là. Et on a besoin d'éduquer au numérique, certes auprès des enfants, auprès des familles, mais en partenariat avec tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Donc on est très sur le principe du parcours. Je crois que les murs doivent tomber entre l'école et tout ce qu'il y a autour de l'école, le bâtiment école et l'école en tant qu'institution. L'école doit devenir un lieu où on se retrouve, où on peut mutualiser, on peut travailler ensemble de telle manière à ce que le numérique rentre dans la vie de chacun, mais avec un usage qui est fait à bon escient. Voilà. Merci. J'accélère un peu parce que ça va vraiment très vite. C'était un peu ce qu'on avait prévu, mais l'idée, c'est qu'on vous laisse 10 minutes d'échange à la fin. Donc, si vous commencez à avoir des sujets ou des questions, n'hésitez pas à les préparer et à presque demander le micro. Mais pour finir, j'ai 2 questions. Et la première, donc, de reprendre finalement l'intitulé de cette table ronde et commencer à créer un peu des imaginaires sur quel numérique pour quelle école. Sur cette première vision qu'on a de l'école, ce lieu physique, et de son évolution pour mieux s'ancrer et continuer à tenir son rôle dans notre société du XXIe siècle. Je vais commencer par vous poser la question, Madame Saïm, côté pareil, parents d'élèves, avant de faire un petit tour de table, et je vais demander à tout le monde d'être assez rapide sur cette vision. Donc, merci de me donner les paroles. Donc, effectivement, lors de la préparation de cet échange, on s'est reposé la question différemment, en fait, avec nos parents d'élèves. Et en fait, si on se posait la question autrement, donc la mission de l'école, aujourd'hui, finalement, elle n'a pas changé. Et elle ne changera pas, puisque depuis l'Antiquité à nos jours, elle transmet les connaissances sur les formes et donne de l'esprit à l'enfant. Elle amène un esprit critique.
est plus à même à comprendre le monde, et à s'y adapter et à créer. Elle ne changera rien, ainsi elle peut mener la technologie à l'école au numérique. Donc la question, c'était le numérique à l'école, pourquoi faire ? Donc effectivement, il est nécessaire pour nos enfants ils doivent savoir utiliser et créer des études numériques. La culture numérique, effectivement, elle est essentielle. On l'a dit depuis lors de ces échanges, pour créer le citoyen de demain. Néanmoins, les enjeux, en tous les cas aujourd'hui par rapport à l'Académie de Versailles, tous les territoires ne sont pas égaux. On a aujourd'hui encore des difficultés par exemple, sur la connexion de l'ENT. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et puis sur des villes, en fait, sur des villes, on n'est toujours pas à l'accès à l'Internet. Les enseignants, encore aujourd'hui, on a des difficultés, en tout cas, sur les différents établissements. Et si on se tient donc à une vision de l'école, cette fois lieu plutôt physique, si on exclut la partie numérique, qui sera ma deuxième question. Sur l'école, aujourd'hui, la question de l'école, donc là, madame l'adjoint au maire nous a dit qu'effectivement, les municipalités devenaient acteurs de plus en plus, mais là aussi, en fonction des collectivités, il n'y a pas des tablettes, par exemple, dans tous les établissements. Ça dépend des trucs. Et en fait, la question, en tous les cas pour nous, la question du numérique, elle ne règle pas tous les problèmes. C'est pas la solution miracle, hein, finalement, aujourd'hui. Le confinement, d'ailleurs, l'a mise en évidence, puisque l'important, c'est de retrouver la relation entre l'enseignant et l'élève, et l'aspect humain de l'acte d'entreprendre. En fait, c'est également de retravailler, puisque les enseignements pendant ce confinement ont utilisé les adresses mail, ce qui était pas possible avant, et on a retravaillé, et on a retravaillé, si vous voulez, avec les familles et les enfants pour permettre de retravailler sur la motivation et la confiance entre l'école et les familles. Voilà. Pardon, je vais faire tourner la parole parce que comme ça, après, on peut passer vite aux échanges avec la salle et tenir notre timing. Très rapidement, vous, Madame Alarigeant, comment vous voyez l'évolution de votre collège, lieu physique, autour de son quartier, autour de sa cité ? Alors déjà, il me semble que les espaces architecturaux des établissements scolaires doivent évoluer, que ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Fourgousse, mais effectivement, la position assise de l'enfant avec l'enseignant qui est debout en face et qui lui parle, ça fait longtemps que ça ne peut plus être comme ça, mais encore faut-il que les murs le permettent. Donc je pense que l'école, dont on dit toujours que c'est un apprentissage de la vie, doit aussi sortir de ce carcan qui maintenant est très daté, et que si on veut avoir du plaisir d'apprendre ou du plaisir d'enseigner, il faut pouvoir aussi le faire dans un lieu propice et certainement, oui, lumineux, où on peut se déplacer et où on aura une autre façon de fonctionner ensemble. Merci. Peut-être une dernière question avant de passer aux échanges. Je vais vous la poser à vous, Pascal Cotentin. Désolé, on doit terminer, mais on pourra reprendre des échanges après. Cette fois, sur la partie quel numérique pour quelle école, quel numérique. Quelle est la stratégie en cours aujourd'hui au ministère? On commence à avoir du recul sur des plans successifs, ce qui a marché, ce qui a moins marché. Je parlais d'une triple logique pédagogique, économique, écologique. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Et on conclura là-dessus. Tout d'abord, c'est difficile dans le contexte. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un phénomène d'accélération. C'est évident. Mais en prenant en compte tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la fois l'inégalité, on n'a pas parlé non plus de l'inclusion. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin aussi de choses différentes. Ça va être enseigné à apprendre autrement. On a parlé des locaux scolaires. Allez voir le site Archiclass, et le ministère s'engage beaucoup dans la transformation. Il n'y aura pas de transformation des pratiques, ni d'accueil des parents, ni d'accueil des enfants, ni du matin au soir, parce qu'on a vu, on n'a plus du tout le même temps de l'école. Quand moi j'allais à l'école, c'était de telle heure à telle heure. Il y a non, maintenant il y a avant, après, pendant, dans le cours.
Il y a cette notion aussi de valeur augmentée. Est-ce que c'est du prof? Est-ce que c'est de l'encadrement? Est-ce que c'est de la meilleure organisation? Mais c'est important de prendre tout ça en compte pour qu'on ait une valeur ajoutée par rapport au numérique. Enfin, si je vous dis qu'il faut quelque chose de simple et basique, ou plutôt de simple et utile, c'est parce que c'est là-dessus qu'on va se retrouver. Et avec des projets d'école, des projets d'établissement partagés. C'est pour ça que quand je reprends l'initiative des 2 départements, du syndicat mixte, c'est aussi pour avoir, je disais, une technologie au service à la fois des développements et des usages. En tout cas, au ministère, c'est pour ça que sur les EGN, on va essayer de le montrer, il n'y aura pas une solution. Il y aura plus près du terrain, plus près des solutions. Là, on va travailler des démonstrateurs. On est en train d'en faire un dans l'Aisne et dans le Val d'Oise pour essayer, et avec l'Académie de Versailles et le DAN et la rectrice, on essaie justement de regarder sur des micro-projets comment on peut faire. Mais pas la circulaire qui va faire qu'on va gérer l'avant-école ou que M. Fourgousse ne va pas appliquer la circulaire. Voilà. Donc, parce qu'on sait que maintenant, c'est plus complètement comme ça. Je crois qu'il faut co-construire en responsabilité. Et ça passera uniquement par de la confiance, de l'engagement et une réalité. Alors, elle est des fois financière, c'est vrai, mais elle est des fois géographique. Je travaille dans l'Aisne, le département l'un des plus faibles de France. Je ne le connaissais pas, j'y étais 4 fois. On ne parle même pas de zone blanche. De toute manière, il n'y a pas de. Vous pouvez toujours prendre un contrat à 2 000 €. Ils n'ont pas, dans ces lieux-là, de connexion. Il n'y a pas beaucoup d'élèves non plus. Il faudra toujours dire aussi qu'il y a un souci économique. Tout pour tout le monde. Vous avez vu ce qu'a dit Luc Ferry, hein, 80-90%. Voilà. Après, le tout, c'est vraiment de le traiter ensemble pour qu'il y ait aussi des solutions pas trop coûteuses, parce que sinon, on se retrouve avec des solutions technologiques. En tout cas, ce qu'on dit au ministère, que les solutions sont sans doute à inventer souvent, mais c'est pas forcément la nouvelle technologie, comme vous pouvez l'appeler, ou l'innovation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui marchent bien, et je crois que l'intérêt, on le voit bien avec le syndicat mixte, c'est de proposer un panel d'outils avec des formations avec la DAN et avec une déclinaison en continuité école-collège. C'est vrai que les parents ne comprennent pas pourquoi ils ont 4 codes quand ils ont 4 enfants, pourquoi il y a 3 produits, voilà. Mais c'est aussi avec beaucoup de réalisme, et on espère que nos états généraux, justement, nous permettront de faire remonter toutes ces bonnes initiatives, et on aura, avec les collectivités, justement une table ronde autour de la nouvelle gouvernance et une nouvelle organisation. Sinon, on reste école, mairie, ce que tu as dit tout à l'heure, collège, département et lycée. On n'a pas parlé des lycées, ouais. Mais quand on arrive en seconde et qu'on a un ordinateur dans cette région-là, alors qu'à côté, on ne l'a pas, voilà, on a tout ça à gérer, mais en tout cas, c'est aussi une pédagogie des petits pas, et qui sera qu'avec la co-construction avec les collectivités, à mon avis. Complètement, ben merci. Et en attendant les états généraux, nous sommes aux assises du numérique et on va prendre vos questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Moi, je conclurai juste en disant que pour ma part, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à travailler dans le milieu éducatif, mais je peux déjà vous dire qu'en 8 ans, en moins de 10 ans, c'est incroyable de voir à quel point les collectivités d'un côté et les parents de l'autre voient leur place évoluer dans le bon sens, je trouve. Et ça, je pense que c'est lié à ce côté très horizontalisant du numérique, pour le coup, mais ça donnera envie de l'expliciter. Mais est-ce qu'il y en a une première question? Oui. Est-ce qu'il y a des micros? Je rebondis sur l'ENT que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc c'est un des points. On déploie l'ENT dans les établissements. Mais je ne veux pas dire on déploie, c'est qu'il est mis là et tout le monde s'en débrouille. Il y a pas de j'ai entendu qu'il y avait des formations, mais c'est trop marginal. Comment on fait pour vraiment accompagner les élèves et les parents à utiliser cet outil, puisqu'il est important, il est primordial dans l'éducation aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas s'en servir. Donc c'est bien beau de déployer, enfin de mettre à disposition, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement. Alors si, enfin il y a de l'accompagnement. En tout cas, on fait tout notre possible pour avoir des formations, comme je disais, à initiative locale, des formations d'établissement. On a les conseillers de bassin pour le numérique. Là, je parle bien sûr des ENT dans les collèges et les lycées, n'est-ce pas, qui sont dépêchés dans les établissements. Et honnêtement, je m'adresse au chef d'établissement, demandez des formations et on fera au mieux pour accompagner à plusieurs niveaux. Hein. Au niveau, on va dire, qui a été le niveau le plus demandé en début de confinement, la communication, le lien avec les familles, et savoir effectivement communiquer via l'ENT et pas partir sur différents sites ici ou ailleurs qui brouillent le signal. Et puis aussi, surtout, je dirais, utiliser les ressources, utiliser les outils pédagogiques, parce que l'ENT, c'est un portail pédagogique, et là, il y a énormément de travail. Donc, demander des formations, hein, les chefs d'établissement.
Je voudrais rebondir. C'est vrai qu'il y a des formations qui sont distillées aussi par Seine-et-Vie Numérique, mais au niveau des parents, c'est peut-être là qu'il faudrait accentuer. Et ça, c'est pas au département de le faire. Je pense que c'est au sein de chaque établissement de voir en lien. Nous, on a fait des informations avec les fédérations de parents d'élèves. On leur distille l'information. Les fédérations de parents d'élèves ont leur rôle. Les collèges ont leur rôle parce qu'il est essentiel que les parents aussi puissent être des acteurs de cette ENT. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Et vous noterez que vous pouvez aussi poser des questions sur la plateforme Klaxoon. Est-ce qu'on a... Oui, on a une main levée vers là-bas. Merci. Oui, moi, je suis un petit peu déçu parce que, en même temps, on n'a pas parlé des aspects financiers qui incombent aux collectivités dans ce genre de... Et Madame l'adjointe de Meudon serait bien placée pour en parler. Et là, il y a un hiatus, il y a un problème entre des communes un peu grosses qui ont des ressources et des petites communes de campagne qui, elles, veulent bien s'équiper. Et les collectivités veulent bien, mais ne le peuvent difficilement. Je peux que confirmer ce que vous dites. Sur le territoire, on est bien évidemment au niveau des communes pas du tout logés à la même enseigne. Et ça, il faut le prendre en compte. Alors, quand j'entends dire qu'il faut potentiellement construire des écoles autour du numérique, je pense aussi qu'il faut adapter le numérique aux écoles existantes déjà. Pas tout repenser systématiquement. C'est sans doute l'un des sujets qu'on abordera lors de ces fameux états généraux. C'est que le numérique, il faut qu'il s'adapte aussi aux capacités des communes à investir dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle on demande à être associé en amont des décisions qui sont prises, notamment quand il s'agit d'équiper les écoles, parce que c'est bien d'équiper, mais autant faut-il qu'il y ait la formation qui soit accompagnée. Il faut prendre en compte aussi tout ce qui est maintenance autour des équipements du numérique, et chaque collectivité n'a pas son service informatique, n'a pas les compétences associées. Donc c'est tout le travail aussi potentiellement qu'il faut faire sur la gouvernance et de voir quel lien faire entre les communes, les EPCI, le travail dans les EPCI, la compétence sur ce champ-là. On ne peut pas généraliser un équipement sur l'ensemble des collectivités et des écoles sans prendre en compte la configuration de la commune en fonction de là où se situe. Pascal disait qu'il avait été dans l'Ain et que ça avait été un peu potentiellement compliqué, et on n'est pas logé à la même enseigne dans l'Ain que dans les Hauts-de-Seine ou dans les Yvelines en termes d'accès au numérique. Donc c'est un vrai sujet, le financement, et je réaffirme qu'il faut vraiment aussi penser à adapter le numérique aux écoles et pas forcément l'inverse. Je voudrais rebondir. Le numérique éducatif pour le département des Yvelines, c'est 10 millions d'euros, donc c'est énormément d'argent. Nous, on est parti dedans en augmentant notre expérimentation tablette parce que l'État s'était engagé. Malheureusement, au bout de 3 ans, il y a eu une marche arrière. Donc là, on est en phase de réflexion sur la poursuite de notre politique en matière d'équipement individuel. Pour les communes, il y a un opérateur qui existe, c'est Seine-et-Vie Numérique, qui peut vous donner l'expertise, l'accompagnement, la maintenance sur votre politique. Il peut y avoir aussi les communautés de communes et communautés d'agglomération qui peuvent jouer le rôle de la solidarité financière. Le département a aidé énormément le territoire de Saint-Quentin en Yvelines dans le contrat de territoire. Donc, il peut, effectivement, c'est un coût important. Une tablette, nous, on est sur l'iPad, c'est 400 €. Il y a toutes les ressources qui vont avec. C'est énormément d'argent. Il y a des expérimentations avec ce qu'on appelle le BOID. Chacun amène son propre outil numérique, mais ce n'est pas sans poser des problèmes aussi de sécurité sur le réseau. C'est un vrai sujet, mais je pense qu'effectivement, il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Puis après, on peut trouver des partenaires, mais c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et pour conclure, parce que hélas le temps qui nous était imparti s'achève, je dirais que j'abonderai en disant qu'il y a a priori 2 voies complémentaires. C'est d'un côté la mutualisation, et donc le programme SKI qui a été présenté est un exemple, les syndicats mixtes en sont d'autres, mais on peut proposer, et d'ailleurs c'est l'occasion pour les états généraux. Et la deuxième chose, c'est vraiment de se dire que ça vaut le coup de partir du terrain. On est très top-down en France, vraiment encore
encore beaucoup, et malgré le numérique, et je pense que ça vaut le coup de demander sur le terrain ce dont ils ont besoin. L'approche appel à projet pour voir qui a besoin vraiment de quoi, je pense à ce niveau-là, n'est pas qu'une économie d'argent, elle est aussi une vraie bonne logique pédagogique. Merci beaucoup. Est-ce que juste un mot sur les états généraux du numérique de l'Académie de Versailles, le 6 octobre. On a un événement qui sera organisé complètement à distance, mais auquel vous êtes tous conviés, que vous soyez personnel d'éducation, que vous soyez parents, etc., partenaires. C'est le 6 octobre, vous tapez États généraux du numérique Saclay, puisque ça se passera à Saclay pour les intervenants, et vous pourrez vous connecter pour participer aux échanges et aux débats. 6 octobre. Merci beaucoup à tous nos incroyables intervenants. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne journée.